Bonjour Lionel Destremaux. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'Un crime dans la peau. Oui. C'est un livre assez remarquable parce que on suit en fait la destinée de deux personnes, de deux hommes qui ont pas été gâtés par la vie, c'est le moins qu'on puisse dire, et de la naissance jusqu'à la fin. Expliquez-nous et racontez-nous l'objectif, ce que vous visiez en écrivant ce livre. On parle d'un tatoué aussi, hein. C'est pour ça que vous l'avez intitulé Un crime dans la peau, ce livre. Oui, évidemment. C'était un jeu sur cette référence-là, bien sûr. L'idée est née au départ de la découverte un peu par hasard d'un cas de figure particulier lors d'une vente aux enchères de bibliophilie, donc d'ouvrages d'un bibliophile qui avait énormément d'éditions anciennes, de premières éditions, etc. Deux livres sont retirés de la vente, interdits par l'État français, en l'occurrence un exemplaire de Mein Kampf d'Hitler, donc, et puis un autre livre qui paraissait beaucoup plus innocent dans l'absolu, parce que c'était pas tant le contenu qui posait problème que le contenant, en l'occurrence la reliure de l'ouvrage qui avait été faite en peau humaine et qui présentait donc un tatouage particulier sur le plat 1, donc la couverture de cet ouvrage-là. Et donc ça m'a intéressé d'aller essayer de comprendre pourquoi. Alors d'abord, il y a la coïncidence malheureuse et assez effroyable, mais historiquement complexe, entre Mein Kampf d'un côté, donc les nazis, et la question de la peau tatouée de l'autre. Ouais. Donc évidemment, c'est une forme de confrontation de l'histoire assez spécifique. Et puis ensuite, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette peau, comment ce livre a pu être réalisé, et évidemment le destin de celui qui l'a porté, cette peau. En l'occurrence, Louis Rambert, qui était un petit malfrat des années 30, condamné à la peine de mort. Avec, franchement, les deux ont vraiment... une enfance assez terrifiante. Louis, lui, il va être à l'orphelinat. Il a encore son père, hein. Mais à l'époque, on met les gamins, et c'est à Lyon, je crois, hein. Il est à Lyon, à l'orphelinat de Lyon, donc il se retrouve dans cet orphelinat-là. Et puis, sa mère est morte de la tuberculose. Et puis, il va essayer de s'échapper, il va être rattrapé. On a l'impression que tout, véritablement, se joue à ce moment-là, non ? Alors, pour les deux, ils ont des destinées un peu différentes. La chose qui les rassemble, c'est que tous les deux viennent de milieux relativement défavorisés, assez pauvres, avec des histoires de famille pas simples. Et l'un comme l'autre vont être un petit peu rattrapés par le destin. Ils ont des choix de vie à certains moments qui pourraient leur permettre de complètement partir dans une autre ligne, dans une autre destinée, et ils font les mauvais choix. Sans doute aussi parce qu'ils n'ont pas l'intelligence ou la conscience de la façon dont ils sont inscrits dans le monde, et qu'ils choisissent les voies les plus faciles. Et les voies les plus faciles à l'époque, ça va devenir assez vite la petite criminalité. Oui, alors on les suit de façon parallèle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se rencontrent. Louis Rambert, c'est ça ? Rambert, oui. Il va se mettre, parce qu'il n'y a que lui finalement, hein, qui est tatoué, il va se mettre au tatouage. Pourquoi tout d'un coup le tatouage est important ? Parce que on a l'impression que c'est à chaque étape de sa vie, il va se recouvrir de tatouages. Alors en fait, le tatouage chez lui apparaît à l'armée, principalement pendant son séjour dans la Marine nationale, et il y reste quand même un sacré moment. En fait, il faut se rendre compte que cette histoire du tatouage en France, elle a quand même une spécificité. Elle est venue principalement de ces deux milieux-là, donc le milieu de la criminalité et le milieu militaire. D'une manière générale, elle était le synonyme ou le symptôme chez tous ces hommes, parce que c'était évidemment principalement des hommes qui étaient tatoués, de leur propre histoire, c'est-à-dire que chaque passage un peu particulier de leur destinée avait une réalisation sur la peau. Donc, par exemple, un désespoir amoureux allait conduire à un visage de femme tatoué. Une rixe ou une bagarre allait conduire à des éclats représentés sur la peau, et ainsi de suite. Donc, en fait, petit à petit, ces hommes racontent leur vie sur leur propre peau, en fait. Ils se chargent de leur propre histoire par l'intermédiaire de la marque tatouée.
Ce qui est assez surprenant et intéressant, c'est que si ce Rambert a fini par avoir la peau qui devient une reliure, c'est qu'un homme, Lacassagne, en gros, pour schématiser, le fils d'un célèbre médecin qui a été au début de la médecine scientifique, la police scientifique en particulier. Lacassagne, c'est celui qui est dans la prison et qui va lui rendre visite. C'est ce médecin, on le découvre à la fin, puisque évidemment, il va terminer en prison. Et Lacassagne reprend une théorie assez particulière qui estime que le tatouage est une forme de marque du diable, c'est-à-dire que l'homme tatoué est forcément un homme mauvais. Ouais. Et ça, c'est assez surprenant, parce que cette idée-là d'associer tatouage et mal va se répandre dans la société et dans le monde français et occidental en particulier, alors que dans d'autres univers et dans d'autres cultures, le tatouage est spirituel, le tatouage est un signe d'appartenance à une communauté, donc est quelque chose de très positif, au contraire, pas du tout de négatif. Ouais. Or, il va falloir attendre des années 90, au tournant des années 90-2000, pour que le tatouage... Le regard sur le tatouage change en France. Pour le regard, que ce soit plus associé à cette figure du mal, en fait, à cet aspect dégradant, voire négatif. Et aujourd'hui, il y a à peu près une personne sur 3 qui a un tatouage, au moins un tatouage sur soi. Ouais. Alors, Louis, il va avoir un énorme tatouage, notamment de son retour à Shanghai. Alors, il est semi-proxénète, il fait quelques casses par-ci par-là, et puis il va rencontrer Gustave. Lui aussi, on l'a suivi depuis le début. Il souffre d'une jambe, Gustave, à la suite d'une chute. On va découvrir évidemment que ça a été mal soigné, donc il va en souffrir tout au long de sa vie. Lui, il est assez particulier, parce qu'on se dit que finalement, il adore les animaux. Il aurait très bien pu s'en sortir. Il aurait très bien pu ne pas basculer. Ouais. Alors lui, il bascule pour deux raisons, sans doute parce qu'il y a quand même l'aspect familial qui importe. C'est le petit dernier et quelque part, c'est aussi celui qui est le moins aimé par son père, le moins respecté aussi. Il est sans doute plus sensible que ses frères et il a cette malédiction qui lui tombe dessus de cette jambe, qui fait que pour s'en sortir et pour essayer de sortir de la sphère familiale et de l'empreinte du père, il devient chiffonnier. Ouais. Et en devenant chiffonnier, de fil en aiguille, il tombe dans le recel, en fait. C'est ça. Et le recel va l'amener à la petite criminalité. Et la petite criminalité va l'amener à quoi ? Va l'amener à, une partie d'argent facile, et 2, les bordels, c'est ça. La prostitution. Les deux, ils ont un rapport aux femmes assez particulier. Et en fait, lui, étant un gamin un peu chétif, maladif à cause de sa jambe, trouve dans les bordels le seul endroit où il a un rapport avec le féminin, en fait. Et pour payer ça, il est bien obligé de faire des casses, enfin en tout cas de découler de l'argent, enfin des objets volés principalement. Donc c'est une sorte d'engrenage assez terrible, parce que petit à petit ils sont pas, en fait c'est des pieds nickelés, dans le sens où c'est pas des grands voleurs, c'est pas des grands méchants, c'est pas des grands criminels, c'est des pauvres gars en fait. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de montrer qu'en fin de compte une grande partie de cette criminalité-là, elle ne vient pas de gens supra-intelligents qui sont, comme dans certains romans, justement, policiers, des têtes extraordinaires avec des plans machiavéliques, etc. Au contraire, non, c'est souvent des pauvres types qui sont très vite attrapés parce qu'ils laissent des tas de choses derrière eux. Et qu'ils sont, certes... Ce sont des criminels, et je ne le remets pas du tout en cause, bien au contraire, et c'est assez effroyable le crime qu'ils vont produire tous les deux. Et en même temps, ce sont aussi des victimes de leur monde, de la société de l'époque en particulier. Et pourquoi cette société-là, j'ai voulu un peu mettre l'accent dessus, c'est que, en fait, c'est venu tout à fait autre chose. C'est venu d'une discussion avec une personne d'un certain âge qui me parlait des années 30 en me disant « Ah, les années folles, qu'est-ce que c'était bien, Montmartre, les artistes, c'était tellement flamboyant !» Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Mais vous vous trompez complètement. Les années folles, c'est pas ça du tout. Les années folles, c'est 5% de la population qui s'éclate à Paris, à Montmartre et ailleurs, et 95% qui vit dans la misère. La plus noire. » Et d'ailleurs, le polar a fait revivre ces années folles assez souvent. Et c'est grâce aussi au polar qu'on peut se rendre compte, en effet, que ces années-là n'étaient pas des années rigolotes pour tout le monde.
Gustave, il va connaître le bagne à Cayenne, mais il n'a pas de bol, hein, parce que à quelques mois près, il aurait pu ne pas partir, quoi. Alors là, c'est moi qui lui réinvente une fin parce que j'ai pas trouvé la fin réelle de Gustave. Donc je suis parti d'une idée simple, c'est qu'à partir du moment où ils sont condamnés à mort et la guillotine, et parce que Louis est atteint de tuberculose et qu'on va pas amener un moribond à l'échafaud, qu'il finisse donc par être gracié. Louis, lui, il s'en sortira pas, quoi qu'il arrive, parce que la mort va le rattraper. Mais par contre, Gustave, il n'y a qu'un seul choix possible, c'est que sa peine étant commuée en perpétuité, à l'époque, la perpétuité, c'est le bagne. Il n'y a pas 36 000 options. Et là, je joue sur la période parce que le bagne est en fin de vie, lui aussi. C'est un moment où il y a un député, notamment le député de Cayenne, qui est en train d'essayer de mettre fin au bagne en Guyane. Et il tombe dans cette période-là, charnière, où il va y avoir un dernier bateau qui va partir. Et malheureusement pour lui, je le mets dans ce dernier bateau. Il passe en Algérie, puis il part à Cayenne et tout ça. C'est vraiment très intéressant. Moi, ce qui m'a intéressé dans votre livre aussi, c'est votre choix stylistique, c'est-à-dire qu'on est pris parce que il y a aussi presque une écriture documentaire, limite journalistique, et dans le même temps, on est entraîné par cette histoire parce que il n'y a pas de fioriture non plus. C'était important de choisir ce style-là, presque documentaire. Alors, je me suis beaucoup inspiré. En fait, quand j'ai commencé à penser le projet du roman, je me suis demandé quel choix narratif j'allais faire. Mes deux précédents romans étaient des romans chorales, avec beaucoup de personnages très compliqués, avec beaucoup d'histoires. Et j'étais parti dans l'idée que j'allais faire la même chose. Puis en définitive, je me suis interrogé en me disant, mais moi, qu'est-ce que j'ai lu des années 30 qui m'a marqué ? Et ce qui m'a le plus marqué, c'était la trilogie USA de Dos Passos. Extraordinaire. Me remettant le nez dedans, je me suis dit, mais évidemment, pourquoi je ne vais pas travailler sur ce roman de montage-là qui va mettre en relief à la fois des articles de journaux de l'époque pour situer les choses et montrer la façon dont la criminalité se développe dans les faits divers des années 1900 à 1930, et d'un autre côté, une trame romanesque, certes, parce que je réinvente des vies, donc évidemment, je fictionnalise certaines choses en me basant sur des faits historiques, mais en essayant d'être le plus neutre possible, parce que l'idée, c'est pas de prendre fait et cause pour les uns et pour les autres, mais de se dire, je vais laisser au lecteur le choix de se faire sa propre opinion. Et ça marche beaucoup. Alors, je précise que dans le livre, il y a des extraits de journaux avec des faits divers. Et alors, il y a quelque chose qui m'a un peu surpris au début, c'est que vous ponctuez chacun de vos chapitres avec une météo. Oui, alors le bulletin météo, il est assez marrant parce que, évidemment, quand j'ai commencé à travailler sur les journaux, c'est un gros travail sur les archives. J'ai passé en revue tout ce qui concernait les faits divers. Et puis, tout à fait par hasard, je suis tombé sur les pages météo de l'époque. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a quand même des faits assez marquants, les grandes inondations des années 10, où Paris est sous les eaux. Je me dis, mais c'est quand même fou qu'à cette époque-là, il y ait des faits climatiques aussi marquants. Oui, c'est ça. Mais et la vraie question que je me suis posée après derrière, c'est quel impact ça a eu sur la société. Et en fait, l'impact de ces faits climatiques extrêmes, alors il n'y en a pas eu tant que ça, mais je me sers quand même de quelques-uns qui sont vraiment assez exceptionnels. Des grandes inondations et tout ça. Des périodes de gel formidables, notamment pendant la guerre de 14-18, où il y a eu des périodes de froid intense. Je me sers de ça parce que je me suis interrogé sur les effets que ça a eu. Alors, c'est vraiment quelque chose de très en filigrane, mais ça explique aussi leur histoire à eux. Ce qui s'est passé beaucoup, c'est que ça a correspondu au même moment les effets climatiques extrêmes et le début du démembrement des campagnes, c'est-à-dire la disparition des petites exploitations au profit des grosses exploitations agricoles qui ont mis sur la route, d'abord parce que les petits exploitants n'ont pas réussi à passer une année difficile, 2 années difficiles, 3 années difficiles, et là, ils ont lâché l'affaire et ils ont vendu. Et ces gens-là ont fait quoi ? Ils sont allés dans les banlieues des grandes villes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont développé une misère noire dans toutes ces banlieues-là et une criminalité en hausse qui a explosé dans toutes les grandes villes de France à cette période-là. Ce qui a expliqué aussi beaucoup, par la suite, les choix politiques, l'éclatement de la guerre de 39. En fait, voilà, ça correspond à la grande crise des années 30, évidemment la crise financière qui a secoué la société par ailleurs. Donc, ces éléments climatiques qui sont venus peser à la fois sur l'atmosphère, sur les mentalités des gens et sur des choix de vie contraints
où les gens ont dû fuir les campagnes, en tout cas tous ceux qui ne pouvaient plus y rester, qui n'arrivaient pas à tenir, et qui ont généré le gros des populations des grandes banlieues, avec toutes les difficultés sociétales que ça sous-entendait.